de ce qu'on a vu lundi. Patrick doit le faire. C'est bien haut. Ouais, je crois que c'est bon là. C'est bon. Est-ce que quelqu'un peut nous faire un petit récap de ce qu'on a vu lundi? Jonathan, il met des 3 minutes. Vas-y, Jonathan. On va regarder notre. Ça va ça? Non, vraiment. Blank. Attention, dans 2 secondes, je démarre. Blank. Je sais ce que c'est blank. Black. Blank. Ah, blank. Non, blank, Blank, c'est c'est pas. blanc. C'est de Blanc. savoir Ah. comment l'homme fonctionne. On a parlé de comment l'homme fonctionne au niveau de différentes parties de l'âme. Et que à la fois la chassidoute, la Midat Chassidoute est à viser, est un idéal, mais aussi un moyen. Je retiens une chose, on doit rentrer dans la chose la plus profonde de la chose pour comprendre. C'est ce qui est très 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 dur d'abord, et pour arriver à suivre. Ouais, hier, c'est plutôt hier qu'on a parlé de ça, effectivement. Mais, ok, on reprend petit à petit, parce que c'est vrai que vous avez dit des choses qui ont été dites et tout, mais il faut essayer de le structurer un petit peu plus pour essayer quand même de passer à la suite. Donc, ce que le Rambam nous explique, c'est que, déjà, premièrement, le livre de Pirkei Avot, c'est un livre qui est très important. Pourquoi c'est très important? Parce qu'il est censé nous amener à la Midat HaChassidut, comme il a dit Nathan. Et donc, effectivement, ouais, c'est important. Pourquoi c'est important d'arriver à atteindre la Midat HaChassidut? Parce que c'est le Kéli, ouais, exactement, c'est le Kéli qui va nous amener à pouvoir devenir des prophètes. Alors, des prophètes, il faut un petit peu désacraliser le Nyan, parce que nous, on a l'impression, quand on parle de prophète, on se retrouve tout de suite dans un Walt Disney ou avec un mec qui fait des etc. Ouais, c'est pas ça, ça peut aller très loin. Bon, Hachem, on a eu le plus grand des prophètes, qui a été notre maître, Moshe Rabbeinu, ouais. Mais il faut savoir, voilà, par exemple, qu'il y en avait un qui était pratiquement son égal dans la Touma, qui était Bilam. Donc, c'est la prophétie, c'est quelque chose, c'est une discipline qui est rouchanite, qui existe aussi bien dans le Mien, qui existe dans la Tahara, ou qui existe aussi dans la Touma. L'impureté, ouais. L'impureté. Maintenant, qu'est-ce que c'est donc la prophétie? C'est une certaine forme de proximité avec Hachem, et donc surtout une certaine forme de réceptacle pour la volonté divine. La volonté divine, elle s'est dévoilée dans le monde par l'intermédiaire de la chorma, de la sagesse, mais aussi par l'intermédiaire de la prophétie. Vous voulez dire quelque chose, Patrick? Il y avait des écoles de prophètes avant. Exactement, ce qu'on avait expliqué, qu'il y avait deux tendances dans l'homme Israël. Certains qui allaient dans les écoles de prophétie, ouais, et certains qui sentaient que leur âme n'était plus attirée par des écoles de sagesse et qui allaient apprendre dans le lieu des sages. Donc le Pirkei Avot, savoir en réalité que c'était, bien que c'est des Chachamim qui l'ont écrit, et qu'on retrouve ces mêmes Chachamim pour être aussi à la source de tous les enseignements de sagesse, il faut savoir que le Pirkei Avot, c'était le livre de préparation dans les écoles des prophètes apprentis. Nous ne sommes pas dans Harry Potter. Comment? Tous nos prophètes, ils n'ont jamais fait d'école. Ah si, En- bien sûr. Ils avaient des maîtres déjà. À l'époque Elisha Hanavi, par exemple, il avait un maître. Il avait Eliyahu Hanavi. Alors, dans quel cadre il lui apprenait ça? Prenons les. Il n'y en a pas eu l'époque de Achav. beaucoup dans Yoshua, il n'y en a pas eu beaucoup de Navi, mais on va dire Dina, elle a fait une école de. Non, encore une fois, de toute façon, ça c'est. Si Comme elle- aujourd'hui. il veut- Aujourd'hui encore, on a des parler à prophètes. toi, C'est un songe. Ça, Encore une fois, voilà, c'est ça justement, c'est ça que j'ai voulu éviter. Attention, quand j'ai dit il faut désacraliser, c'est-à-dire quand on parle de prophétie, on ne parle pas que du prophète au niveau de Shimon Hanavi, par exemple, qui reçoit vraiment un dibour d'Hachem, et encore faut-il comprendre. Est-ce que Shmuel il a reçu des dibourim d'Hachem? Est-ce qu'il a parlé avec Hachem comme Moshe? Sûrement pas. Non. Ouais, on dit que même Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils n'avaient pas des discussions claires comme Moshe il l'avait. Ils n'étaient pas arrivés à son niveau de prophétie, ça veut dire qu'ils ne sont pas arrivés à leur niveau d'Avodat Hachem. Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils avaient quelque chose de particulier, même par rapport à Moshe. Mais, ouais, la prophétie, c'est quelque chose d'à part. Et la prophétie, c'est pas que parler avec Dieu comme ça, face à face.
C'était par songe aussi. Par exemple, quelqu'un qui va étudier la Torah et qui va recevoir un chidouche, une nouvelle façon d'expliquer un pasouk. C'est déjà une forme de prophétie déjà. J'ai utilisé, pour comprendre la Torah, un autre kéli que la sagesse. Avec la sagesse, je vais être dans une réception des sens. Avec la compréhension, je vais donc être pareil, bien sûr, toujours dans un état de réception, puisque le cerveau n'est pas un outil qui me permet de comprendre, mais plutôt un outil qui me permet d'analyser ce que j'ai reçu d'Hachem Idbar. C'est très important de comprendre ça. C'est vraiment hyper important en tant que juif qu'on comprenne ça, parce que ça évite de nombreux problèmes spirituels et d'ashkafa et de kfira après par la suite. Mais donc nous, notre outil, notre cerveau, il est là pour analyser. Maintenant, effectivement, à part la réception et l'analytique, il y avait aussi donc la prophétie, c'est-à-dire que sous forme de songe, sous forme de la D'idée, non, ça peut arriver comme une idée. L'idée, mais aussi de la compréhension intuitive, c'est le mot que je cherchais. Et bien là, je vais pouvoir comprendre un message divin. Ça, c'est de la prophétie. Maintenant, c'est donc pas destiné que à des grands prophètes. Ce qu'on explique, c'est pas destiné que à des grands prophètes. On va dire que la Bina, c'est de la prophétie. La Bina, bien sûr, la Bina, c'est la réception, c'est le réceptacle de la prophétie. Bien sûr. Dans mes kélim à moi, la Bina, c'est le réceptacle de la prophétie, bien sûr. Entre parenthèses, c'est pour ça qu'on dit que la Bina, on avait expliqué, Nahon, que la Bina, quelle est la Mida de la Bina? La Mida. On l'avait expliqué déjà. On avait fait Le un Kéli, ou deux cours sur ça. C'est le féminin, c'est le Kéli, c'est la réception. Ok, non, vous me parler de la Trouna de la Bina. Moi, je vous parle maintenant quelle est la Mida qui est liée à la Bina. On avait fait un cours entier dessus. Le sentiment. Non. La Simcha. La Simcha, on avait expliqué, qui est le bien-être. On avait expliqué quel est le Kéli, la Mida de la Bina. Maintenant, quand il y avait des prophètes qui n'arrivaient plus justement à prophétiser, on a l'habitude dans l'art de voir par exemple que qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils demandaient à des musiciens de venir et de jouer de la musique devant eux, comme c'était le cas par exemple de Shaoul. Quand il était dans une dépression, le contraire de la Simcha, eh bien, il demandait à des musiciens de venir et de lui jouer. Entre autres, donc il venait David. Maintenant, pourquoi il faisait ça? Parce que la musique, elle avait cette capacité justement de pouvoir réveiller le bien-être chez une personne. Mais quelqu'un, quand il est mal, il va écouter un peu de musique. On sait dans la halakha, par exemple, dans les moments, dans les semaines où on n'a pas le droit d'écouter de la musique, nos sages de la génération ont été plutôt permissifs pour les gens qui sont en dépression, par exemple. Pourquoi? Parce que la dépression étant une maladie de l'âme, du corps, dans l'âme, comme on l'a expliqué par contre lundi, mais comme est une maladie du corps de l'âme, eh bien en vérité, on considère que la musique étant un médicament à celui-là, on lui donne la possibilité, c'est comme une sorte de pikuach nefesh, et donc de permissif, de pouvoir écouter de la musique dans ces moments-là. Donc c'est pour ça que, oui, la Bina, effectivement, elle nécessite de la simcha, de développer cette simcha, et une fois qu'elle a développé cette simcha, elle devient la force réceptive qui m'amène à la prophétie. Mais encore une fois, il va y avoir des milliers de madrigotes dans la prophétie. Des fois, Nahon, je pense que tout le monde à cette table doit avoir ses ressentis. Des fois, on a l'impression que Akadosh Baruch Hu, il est en train de nous dire ce que tu es en train de faire là, j'aime pas trop. Il ressent dans son cœur quelque chose qui grince un peu, il ressent un petit pic, il ressent un truc qui se coince. Des milotages, ça aussi. Non. Pas au même côté, pas du même côté. Il faut faire gaffe. Mais on ressent tous des fois un petit peu comme ça une sorte d'intuition divine en disant là, j'ai l'impression qu'Hachem il est en train de cette petite tête là. Exactement. C'est des gens élevés, là. C'est quoi? C'est des gens élevés, moi je suis pas à ce niveau. Non, justement tout le monde et justement faut être zorem. Et c'est une proximité avec Hachem, c'est une lucidité, c'est une lucidité divine de se dire attends, à partir du moment où je suis connecté avec Hachem, à partir du moment où j'ai ma marshava qui est connectée à Hachem, je sais qu'à Kadosh Baruch Hu, j'ai quand même cette présence d'esprit, j'ai cette conscience que Hachem il voit toutes mes actions et donc je suis en connexion avec lui, je me connecte à lui. Alors où je suis dans cette connexion avec lui, je sais ressentir
ouais, que effectivement ici ce que je fais c'est une bonne chose et ce que je fais c'est une mauvaise chose. Donc cet homme-là, il est déjà à un niveau de prophétie. Maintenant c'est Vadaï, il n'est pas au niveau de la prophétie de Shmuel Hanavi, c'est Vadaï. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas. Par exemple, David Améler, on ne l'a jamais considéré comme étant un grand prophète qui a été parlé aux gens au nom de Dieu. Pourtant, on sait que tous les Télim, il les a écrits avec Laurent HaKodesh et avec un niveau de prophétie. Donc, David aussi était un prophète finalement. Mais on ne l'a jamais reconnu dans l'art en tant que David Hanavi. Comme Rachid. Oui, Nachon, bien sûr. Rashi, je regarde bien sûr, j'avais un livre où Rashi, tous les Rachis de la Torah, ils avaient été relevés, et la personne, elle avait fait les guématriotes de tous les Rachis de la Torah. Et en règle générale, la guématria du Rashi, elle est la même que la partie qu'il est en train du passouk de la partie qu'il est en train d'expliquer. Ça veut dire comment il est arrivé à voir si son pirouche, il était Nachon Hashem, il faisait la concordance entre les deux guématriotes. S'il arrivait exactement à la même guématria, il savait que son pirouche était le bon. Il avait utilisé le bon nombre de mots, le bon truc. Ça, c'est pas de la chorma. Ah non. Pas de la Comment chorma. tu distingues entre C'est de la prophétie. ta neshama, ta neshama Eloki, le toi, ta neshama qui est en train de prendre le dessus, ou que c'est carrément un truc extérieur? J'ai pas compris. Une prophétie, c'est extérieur. Ça vient pas de... Est-ce que la neshama, elle est quelque chose d'extérieur? La neshama, elle est une partie du divin. À ce niveau-là, il n'y a pas d'intérieur et d'extérieur. Tout est un. Oui, mais quand c'est cette petite voix, qui s'exprime, est-ce que c'est un neshama qui veut prendre, qui est en train de se battre, se donner contre tes clipotes en te disant voilà, non, c'est ça qu'il faut faire? Non, c'est pas la petite voix du style, il y a le petit ange blanc sur le côté, là-bas, il y a le petit ange rouge sur le côté. Qui genre, il est en train de se battre, il est en train d'essayer de prendre le dessus, etc. C'est pas ça le truc. Là, on parle de neshama. C'est Mazé neshama. Neshama, c'est Maouta Adam. D'ailleurs, on va voir, déjà, c'est très intéressant. Quel est le but de Shmona Prakim? Ok, on a compris. Faire le Kéli pour la prophétie. Maintenant, pour pouvoir faire ce Kéli, donc le Rambam va expliquer finalement qu'il va falloir étudier Pirkei Avot, parce que Pirkei Avot va être justement la sagesse, on va dire, qui m'amène à développer chez moi les forces qu'on appelle la chassidoute. Il ne va pas parler que de ça, Pirkei Avot, mais il va ramener dans de nombreuses Mishnayot le fonctionnement des choses, les différentes madrigotes dans une mida, et donc du coup, finalement, nous amener à comprendre jusqu'à où ça va, et jusqu'à l'unata chassidoute. Une fois qu'elle est bien développée, je deviens un chassid, je deviens apte à recevoir la prophétie. Ok. Maintenant, d'un autre côté, donc, ça c'est Pirkei Avot, mais quel a été le sujet du Rambam dans Shmona Prakim? De quoi il parle? Je ne sais pas si vous l'avez déjà un petit peu lu pour préparer un petit peu le shiur, mais de quoi il parle le Rambam? De quoi il va parler ici? On ne va pas parler des midot elles-mêmes. Ça c'est quelque chose qu'on va faire dans Pirkei Avot lui-même. Donc c'est pas quelque chose qu'on va détailler dans Shmona Prakim. Il n'a pas besoin. Le Rambam, il ne se dit pas, tiens, je vais écrire une nouvelle Mishnah qui s'appelle Shmona Prakim et qui va venir compléter ce qui n'a pas été dit dans Pirkei Avot. Pirkei Avot, déjà, il a sa shlimut. Le Rambam, il n'est pas en train d'expliquer ici qu'il va rajouter quelque chose à Pirkei Avot. Il veut venir l'introduire. Maintenant, pour l'introduire, il veut nous expliquer comment le Nefesh, il fonctionne. Maintenant, dans le fonctionnement du Nefesh, il avait deux choix. Il n'en a utilisé qu'une seule des deux. Est-ce que je vais expliquer ce qu'on appelle Kélé à Nefesh, les Kélim du Nefesh, les réceptacles du Nefesh, c'est-à-dire les forces du Nefesh, de l'âme, ou est-ce que je vais expliquer la Maout du Nefesh? D'accord. La Maout, l'essence du Nefesh. Alors c'est moins la Maout, c'est moins l'essence que ce qu'on a voulu expliquer par exemple hier, où là on dirait par exemple ce qu'on a expliqué hier, c'était l'essence de l'essence. Mais on va dire que effectivement ici, la Maout, ça veut dire comment est formée ce qu'on a commencé à faire lundi, comment s'est formée la Neshama, comment a été construite, quel est le mivné de la Neshama.
Ouais, on va commencer à le voir avec le Rambam. Maintenant, du coup, il y a des Mefarshim qui veulent faire une différence fondamentale dans ce qu'on apprendra chez les médecins de la psychologie, ouais, et ce que le Rambam il est en train de faire. Les psychologues et tout ce qu'ils ont pu écrire ont développé au travers, et les maîtres du Moussard aussi, bien entendu, ont développé au travers des années, ouais, justement des drachotes, des approfondissements sur ce qu'on appelle Kele HaNefesh. Les Kélim du Nefesh, les forces du Nefesh. Comment je les développe, comment je les équilibre, comment je les optimise, comment j'arrive à les explorer, comment je les structure. Il y a beaucoup de travail à faire, énormément de travail à faire. Ça, faut travailler énormément de Moussard, énormément de Chassidoute, parce que c'est ce qui nous permet vraiment de tout structurer, de tout amener jusqu'à la Chassidoute. Je vous sens perdu, Abraham. Je vous sens perdu. Non, j'essaie de suivre. Mais il a une question. Je ne suis pas perdu, mais La question, j'essaie. j'ai pas oublié qu'il a une question, Oui, et lui, mais il a c'est ça oublié. qui le perturbe, c'est la question. J'essaie de suivre. Je ne suis pas perdu, mais j'essaie de. Bon, ok, si vous êtes perdu, J'ai n'hésitez des pas à fois- me demander. Des fois, j'ai des petites interrogations dans ma tête, mais Faut je pas ne hésiter à me demander. veux pas vous interrompre. Mais alors, le Rambam, il a parlé de la Ma'oud du Nefesh. Ça, c'est quelque chose auquel les psychologues, et même les maîtres du Moussard, très souvent, ne touchent pas. Alors, le Rambam l'a fait dans Shmona Prakim. Le Shara Gilgulim va l'être aussi avec Rabbi Chaim Vital, etc. Ouais. Bien sûr, la Rizal, donc. Mais ça veut dire qu'il faut bien faire la différence entre comprendre le mivné du Nefesh et comprendre les kélim du Nefesh. Ouais. On a, pendant la Chod des Hôtes, on a essayé de, justement, pour donner des exemples à chaque fois de ce qu'on expliquait au travers de la Ma'out du Nefesh, on a essayé de donner des exemples de Kélé à Nefesh, du Kélim du Nefesh, pour essayer justement d'imager un petit peu nos enseignements, afin qu'ils prennent comme une sorte de machal et qu'on puisse comprendre les tenants et les aboutissants. C'est avec les cahiers du Nefesh qu'on arrive à la maroute du Nefesh. C'est ça ou c'est le contraire? On peut passer des deux côtés, mais on peut mieux comprendre, c'est ce qu'on essaie de faire avec un machal. On peut des fois mieux comprendre un imshal grâce à un machal. On peut des fois comprendre bien un imshal et après essayer juste de l'habiller dans un machal. Ça dépend de votre sechel, ça dépend de comment il marche. Chacun il a un sechel différent. On dit qu'il y a autant de masertot dans la Gemara qu'il y a de différentes parties du sechel. Sachant qu'on a perdu 90% du chasse, voilà, ça prouve bien qu'on est très loin d'utiliser toutes les parties de notre sechel, de notre cerveau, mais savoir qu'on a chacun un sechel qui est très différent. Ouais, bien sûr. À l'époque des destructions du temple, etc., du deuxième temple, déjà on a perdu une grande partie de la Mishnah, très très loin de la Mishnah, et après au travers des générations, même ce qui avait été écrit, etc., ça a été complètement détruit, caché. Il y a même, nous on a mis aussi, on a caché, on a mis Begniza certaines parties du chasse. Par exemple, Maserhet Geinom, par exemple, c'est connu, mais il y a d'autres masertotes qu'aujourd'hui qu'on n'étudie pas, qui sont dans les mains de certaines personnes. On sait que le Yenika, par exemple, il a reçu en cadeau des masertotes qui ne sont pas dans les mains. Il y en a un qui est passionné de ça aussi dans notre génération, qui en parle un peu. Mais je sais pas exactement ce qu'il dit sur ce sujet, mais je le connais un peu parce que mes beaux-parents habitent en face de chez lui, le Rav Shaked, qui est assez connu sur YouTube. Ouais, et lui, c'est un grand collectionneur justement de ce genre de textes qui sont pas édités et que les sages ne permettent pas d'éditer spécialement. Et il y a des masertotes, etc., qui ont été brûlés, etc., qui ont été saisis par les goïms, ou que nous on a mis de côté parce qu'elles représentaient des fois un danger. Par exemple, il y a une maserhet. Ça, c'est pas une maserhet en elle-même, mais il y a une grande partie, je sais plus, c'est Yoma ou Shabbat, je me rappelle plus, où ça parle là-bas de l'acrobate. Il y a je sais pas, 20 ou 30 pages qui approfondit l'idée du catholicisme, de la chrétienté, etc. Et donc, c'est des choses que nous, on a enlevées du chasse pour pas avoir de problème avec les chrétiens pendant la période de la galoute. Mais c'est des choses, justement, qui sont en discussion. Aujourd'hui, on se demande si, finalement, il ne faudrait pas les réintégrer aujourd'hui, qu'on a récupéré avec Israël. Vu qu'on est en embrouille avec eux, Voilà. vu qu'on est en embrouille avec eux, ça ne gênera pas. Mais en tout cas, ouais, on sait qu'on a perdu. Il nous reste, je crois, 1/60e du chasse. Hein 1/60e. D'ailleurs, c'est plus 7 ans qu'on mettrait à la famille. Ouais. 30 ans. Ouais. Une vie entière pour faire un. Mais bon, aujourd'hui on étudie comme ça, mais il faut savoir qu'à l'époque,
ça s'étudiait pas comme ça, la Torah. Et on comprend, je pense que grâce à ceci, on peut peut-être comprendre ce que je vais dire là. C'est que aujourd'hui, on a une vision de la Torah, c'est voilà, finir la Torah, essayer de tâtonner un petit peu partout, de connaître un petit peu tout, toucher un petit peu à tout. Certains d'entre nous, on est plus dans la tfila, certains d'entre nous, on est plus dans l'étude, certains d'entre nous, on est plus dans les ma'asim tovim. Mais il faut savoir en vérité qu'on essaie tous, malgré tout, de tâtonner un petit peu partout. Mais à l'époque, il y avait des vrais spécialistes dans certaines disciplines. C'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. C'était des prophètes. Ils étaient dans l'école des prophètes. Ça veut dire que là-bas, à l'école de la prophétie, ils n'étudiaient pas la même chose que dans une école de Chorma. On le voit un peu déjà à la yeshiva. Quand on est à la yeshiva, on reste même dans le monde un peu ashkénaz yeshivatique, on voit qu'on étudie plus ou moins tout le temps les mêmes masertotes. C'est-à-dire que ça reste sur des babotes, c'est dans Kiddushin, c'est dans toutes ces... À la yeshiva, pratiquement aucune yeshiva va toucher à brachot, sauf si c'est une yeshiva de Baal Tshuva ou quoi, mais sinon, il n'y a aucune yeshiva au monde qui va nous faire étudier brachot. Peut-être en Seder Sheni, l'après-midi, en Bekiout et tout, et encore. Pourquoi ? Parce qu'en fait, bien sûr, le but, quand normalement on allait à la yeshiva, c'était de former les futurs dayanim, les futurs rabbanim de la génération, et qu'eux, ils doivent faire des kelim dans ces masertotes qui vont parler, tachles, des choses, les maasés, qui vont permettre de devenir des avbeddin, de devenir des dayanim, qui vont pouvoir juger des cas de voisinage, etc. Moi, j'avais été impressionné par une histoire justement sur l'oncle de Baba Saleh, qui dit que toute leur vie, ils étaient deux frères qui faisaient Chavruta Beyachad. Pratiquement toute leur vie, ils ont étudié Maseret Kiddushin, Gittin et Ktubot. Ils étaient bâtis jusqu'à qu'ils ont écrit, chacun d'eux, ils ont écrit, je crois, 4 ou 5 livres sur chacune de ces masertotes-là. Ils étaient sans arrêt, rosaire sur ces 3 masertotes. Au Maroc, quand il y avait un problème de guet, quand il y avait des problèmes de Ktuba, comme de Kiddushin, c'était eux la référence. C'est-à-dire que personne n'allait voir quelqu'un d'autre parce qu'ils étaient plus que Baki baisés. Il n'y avait pas besoin. Après, bien sûr, on dit qu'au travers d'une macérette, je crois qu'on parle de Ktuba ou de Yevamot. Quand on fait Yevamot correctement, on a fait 70% du chasse. Des 1/60e. Des 1/60e. Des 1/60e. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on vient maintenant et qu'on approfondit une discipline et qu'on brille dans une discipline, on arrive au bout du potentiel. On a optimisé à 100% son potentiel. Il y en a un qui avait étudié seulement toute sa vie la Maseret Chagiga. Ah oui, dans la prison. Et le jour où il est mort, c'est la bon, lui, c'était pas parce qu'il voulait développer son potentiel spécialement, c'était parce qu'il était en prison et qu'il avait réussi à prendre une mara avec lui. Si. C'est pas en prison. Ouais, elle s'est dévoilée à lui et elle lui a parlé la Maseret, etc. Cette histoire vous parle. Quelqu'un est venu le voir après sa mort. Il avait le talit, il était sur la chaise. Quand il a pris ce talit, il est venu, le talit a commencé à lui parler. Ouais, c'est ça. Parce que quelqu'un qui était en prison, qu'il avait réussi à prendre avec lui le Maseret, il avait pris Chagiga, et il avait toute sa vie, il l'étudiait, il l'approfondissait, il disait qu'il voyait des Chidushim constamment quand il pouvait parler avec quelqu'un sur cette Maseret, et jusqu'au jour où elle s'est dévoilée à lui, etc. Donc, mais en tous les cas, donc c'est ça. Il faut faire la différence bien entre, justement, les Kélim du Nefesh, qui va être le troum des psychologues et des maîtres du Moussa. Et il va y avoir à côté de ça la ma'out du Nefesh. C'est-à-dire comment est-ce qu'il est construit le Nefesh. C'est quoi le mivné du Nefesh. Alors c'est sur ça d'Afka qu'on va s'intéresser justement dans Shmona Prakim. Donc maintenant, je vais répondre à votre question. Tout ça, c'était pour introduire la réponse à votre question, Jonathan. De dire, évidemment, on ne parle pas ici du Yetzera, de quelque chose ou du Yetzeratov, qui va être dans une sorte de combat entre le bien et le mal. Il va y avoir peut-être effectivement dans les Kélim du Nefesh, des fois des déséquilibres qui vont faire effectivement que le psychologue ou le maître du Moussa, le Rav qui va s'y connaître en Chokhmat Raïm, il va essayer de rééquilibrer chez la personne pour lui donner la possibilité justement d'arriver à une sainteté d'esprit, un équilibre dans ses midotes, dans ses émotions, pour que lui puisse repartir. Comme un médecin qui va vouloir s'attaquer à la réfoua du bras de quelqu'un et qui va
qui va canaliser ici toutes ses attentions sur son bras, savoir qu'est-ce qui marche pas, les tendons, les muscles, les trucs, ça pour arriver à une réfoua. Et ben lui, pareil, il va voir qu'il y a ici une émotion qui est déséquilibrée et il va. Donc là, à la limite, qu'on me dise qu'il y a un combat qui va se jouer, ça me dérange pas. Mais dans le Ma'oud du Nefesh, il n'y a pas de combat. Le Ma'oud du Nefesh, c'est un fait. C'est une partie du divin. La Neshama, elle est parfaite. Même les Kélim du Nefesh. Les Kélim du Nefesh, elles sont parfaites. C'est juste qu'elles ont été abîmées par un traumatisme, un accident, une mauvaise enfance, et qui va faire que cet homme-là va vivre avec un déséquilibre. Mais il n'y a pas de combat dans lequel on va essayer de se dépêtrer pour essayer d'arriver après à un niveau de prophétie. Le Nefesh, il est le Kéli pour la prophétie. Il est censé être. Seulement le problème, c'est qu'effectivement, après ça c'est une autre chose, ça c'est dans les Kélim du Nefesh. Il va y avoir des déviances qui vont être faites, et ces déviances-là, il va falloir essayer de les rééquilibrer. C'est ces déviances du Kéli qui posent problème dans la Mivneh. Il y a un lien quand même entre les deux. C'est dans quel Mivneh? Dans la Ma'out. Ah, dans la Ma'out. Attention, la Ma'out, c'est comme si je vous dis, le Mivneh, c'est comme si je vous parle de l'anatomie de votre corps. Ok? Donc c'est pas il n'y a pas de déviance là. Le corps, il est comme il est. Oui, mais si je me tiens comme ça, voilà. ou toute ma vie, je sais pas, j'ai des actions dans mon Kéli. Ça, c'est le Kéli. Ça va endommager mon Mivneh. Non, le Mivneh, on va dire, c'est comme si je vous fais une carte, c'est une map. C'est pas parce qu'il y a une guerre en Iran et qu'elle est en train de se faire détruire que finalement la map, elle change. Ouais. La map, elle reste la même. Alors, ce qu'on va expliquer dans le chemin Prakim, c'est clair, c'est une science claire. Oui, même si l'Iran n'existe plus, le monde il n'a pas changé. Hein. Il n'a pas changé, D'un même l'Iran point n'a de pas vue changé. visuel, Même l'Iran n'a pas changé. Qu'est-ce qui vous dérange? d'un point de vue visuel, Patrick, hein, pas d'un point de vue intellectuel. Visuel. Visuel, c'est toujours la même chose. Si on regarde la carte de l'Iran, elle n'a pas changé. Ils recouvrent la terre, c'est la même chose. Si on regarde la carte de l'Iran. On a rasé l'Iran, Dubaï, ça a changé. mais c'est pas pour autant que la Dubaï. carte de l'Iran, elle a changé. Ouais. On voit d'en haut la Ouais, carte ils ont d'Iran, fait, c'est toujours au même ils ont fait, endroit. Ça s'appelle peut-être plus pareil maintenant, mais la terre, elle est toujours là. Oui, la terre. Le corps d'un Regardez homme, ça, le corps d'un homme, c'est le ça, corps d'un homme. Après, son cœur, il est endommagé, mais son cœur, il est là. Le cœur d'un homme, il se trouve à cet endroit-là. Ça, c'est la Ma'out du Nefesh. Dans la Ma'out du Nefesh, il y a effectivement un Kéli qui s'appelle la Bina, qui va être le réceptacle de la prophétie. Maintenant, le but, justement, c'est de l'activer. Maintenant, comment je l'active? Grâce au Kélim du Nefesh. Donc, ça, bien sûr, c'est passionnant, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, etc. J'essaie dans chacun des shiurim de l'agrémenter justement d'exemples, etc., du Kéli Nefesh pour nous permettre déjà vraiment de mieux comprendre le principe, mais aussi de nous donner quelque chose qu'on puisse nous servir pour notre avodat de tous les jours. Mais il faut comprendre que rov de ce qu'on expliquera dans le Shmona Prakim, c'est de comprendre la map, c'est de comprendre le mivné, l'anatomie du Nefesh. Donnez-moi un exemple de Kéli Nefesh. L'optimisme. L'optimisme. Vous avez dit quoi? On n'a pas L'optimisme. parlé comme ça. Hein? Vous avez dit quoi? On n'a pas entendu la question. Ah, donnez-moi un exemple de Kéli Nefesh. Ah. Le premier. Alors, il a répondu l'optimisme. Ça va être la tranquillité, la colère, Le l'orgueil, pessimiste, alors aussi. le pessimisme. Enfin, toutes les. On a vu déjà. Toutes les qualités. Toutes les Non, qualités. c'est pour voir quelles sont. C'est de quoi on parle quand on dit Kéli Nefesh. Tout ça. C'est les forces de l'âme. Ce sont les forces de l'âme. Alors maintenant, elles sont divisées en 10 de manière clalite, de manière générale, et après elles sont subdivisées, elles toutes, dans des milliers, des milliers de ramifications qui ont toutes leur importance. Analyse sur analyse sur analyse sur analyse, c'est ça? Maintenant, chaque être humain, il va avoir des qualités différentes, dans le sens où il y avait certaines qualités qui vont être plus développées chez lui que d'autres, ne serait-ce que de naissance, par rapport justement à son essence à lui, mais ça peut être aussi par rapport à une expérience qui va l'aider à avoir développé ça. Ça peut être aussi une sagesse qu'il a parce qu'il a étudié. Imaginons un livre qui a été écrit que sur la Gahava.
Ouais. Cette personne-là, elle a travaillé pendant des années sur ce livre, où à chaque fois, elle s'est repris en main. Il a su déterminer quand est-ce qu'il tombe, quand est-ce qu'il a eu des bons ressentis vis-à-vis de ça, etc. Cette personne-là, elle a développé ce Kéli-là de manière plus forte qu'un autre. Donc chez lui, c'est quelque chose qui va être plus fort. C'est une force qui va être optimisée plus correctement. Okay. Personne n'a la même main. Tout le monde a la même anatomie. À la base. On est à la base, c'est-à-dire Après, qu'on est c'est tous, complètement- on est tous créés. Oui, voilà. Betselem Elohim, Comme tout le monde. comme tout le monde, quoi. comme un corps. On a tous Voilà. les deux le même corps, Ouais, au ouais, fond. ouais, ouais. Mais après, au fonction de ce qu'on va Ouais. faire, de ce qu'on va manger, de ce que on va, de ce Ouais, qu'on va vivre, réfléchir, le sport qu'on va réfléchir, faire, etc. étudier. On va être Donc, différent. tu avais raison en disant, par exemple, je me tiens comme ça, on le perturbe, le Kéli. Je perturbe les kélim, Non, le mivné. Moi, je pensais que. mais pas le mivné. Ah non, Le c'est mivné, la même on chose. reste sur la même Oui, chose. on a compris. Il y a eu des exemples de Kélim. Ouais. Ok, des Midot, Ouais. etc. Alors, un exemple concret de mivné, de Maout, c'est quoi? Par exemple, ce qu'on avait expliqué dans le dernier cours, qu'il y a 3 niveaux de Neshama, Ruach et Nefesh. Ouais. Ça, c'est quelque chose que tout le monde a. Ouais. C'est quelque chose. mais Après, c'est la est-ce base. que vous l'avez, c'est la base. Après, Est-ce pas que trop c'est la comment map on va faire. Est-ce que maintenant, après vous avez déjà dévoilé ou pas Voilà. Ruach ou développé ou pas Neshama? C'est une chose, Ouais. mais vous l'avez. Au même titre que moi. Maintenant, est-ce qu'on est au même niveau? Vous, est-ce que vous ne m'avez pas déjà dépassé et que vous êtes dans le Ruach, que moi je suis encore resté dans Nefesh? Il y a Choliot. Mais ça n'empêche pas que vous et moi, on a les mêmes 3 niveaux de Neshama. D'ailleurs, c'est bien qu'on parle de ça, parce que justement, on parlera donc, justement de ces 3 niveaux d'âme. Nefesh va être beaucoup plus de tout ce qui tourne autour justement de l'homme et de ses besoins physiques, Ouais. les Bahamut. gashmi. C'est ça? Ouais. Nefesh Enfin, Bahamut. non, justement, C'est ce non. qu'on Alors que appelle, Nefesh Bami, c'est justement ça vient englober plusieurs parties de l'âme. On ne va pas encore déjà rentrer dans ça, dans le Tanya et tout, parce que c'est encore un approfondissement. Bezrat Hashem, j'aimerais bien qu'on arrive ensemble jusqu'à là, mais Bezrat Hashem, pour l'instant, on est loin encore. On est vraiment très loin. On va essayer d'apprendre les athlètes de construire jusqu'à ça. Al-Vaï qu'on arrive au Tanya, Al-Vaï. Amen. Maintenant, Donc, ouais. Le fait, j'ai besoin Nefesh, c'est tous les vents du corps. On verra bien. Dans les mots dans le Raman, on verra, ça sera clair. On va beaucoup parler de ça. Après, on va avoir ce qu'on appelle le Ruach. comme on a dit. Le Ruach, justement, c'est beaucoup plus toutes les midotes de l'homme. D'accord. Ok, c'est il y a un Plus côté spirituel. beaucoup plus rouchani. Voilà. Déjà, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus rouchani. Et la Neshama, justement, elle va être la partie de l'âme dont on a parlé, qui est déjà une partie divine et qui va justement être celle qui se dévoile lorsqu'on a de la prophétie. C'est-à-dire quelqu'un qui va recevoir une prophétie telle qu'on l'a expliqué tout à l'heure, il va avoir une intuition qui va démarrer, c'est qu'il y a eu une sorte de rebond dans la Neshama. D'un seul coup, elle s'est enflammée. Alors, il y en a qui arrivent à la dévoiler concrètement tout le temps, elle est tout le temps en activité chez eux. Il y en a des fois qui ont un réveil. Ça peut être une belle fila, ça peut être une bonne action, ça peut être une mida qui a été bien travaillée, ça peut être un cadeau divin sur le moment parce qu'il y a une nécessité pour ce juif de comprendre quelque chose. Par exemple, des fois, Hachem il veut que tel juif il fait tchouva. Alors maintenant, vu l'état d'âme dans lequel il est, vu les clipotes dans lesquels il est complètement enfoncé, c'est sûr que cet homme-là, ça sera très difficile pour lui de faire tchouva, de s'extirper des clipotes qui l'attrapent avec force et qui ne le laisseront pas bouger, c'est impossible. Si des fois Hachem, il ne va pas dévoiler une partie de Neshama, la partie Neshama, et d'un seul coup, cet homme-là, comme si tout devenait plus ou moins clair, pendant un certain temps, ça va durer chez lui, et là, il sait où aller, il sait vers où se diriger. Il a compris en réalité comme si c'était dans une intuition folle, il a très bien compris où se trouve la vérité et où il faut il se dirige, spirituellement parlant et matériellement parlant. Ouais. Donc ça, c'est un redéveloppement de ce qu'on a vu déjà lundi. On a bien sûr vu d'autres choses, mais on essaie d'avancer un petit peu aujourd'hui. Ou Gvar Amrou Alem Shalom, Haï Mehan Debaïl Maave Chassida, lesquels il est des avot. Donc la Gemara a demandé dans Baba Kama, mais comment un homme il va arriver à développer chez lui la chassidoute? Alors il dit, il va y arriver en étudiant les paroles de Avot, en étudiant les paroles qui ont été dites dans Pirkei Avot. Parce qu'il n'existe pas chez nous une mahala plus grande que celle de la chassidoute. Regardez les paroles du Rambam. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de lire un livre comme ça ici qui nous parle du Rambam.
c'est les paroles du Rambam lui-même. Alors qu'il y en a plein qui disent, voilà, encore une fois, je ne sais pas s'ils ont étudié le Rambam ou pas, plein qui disent que le Rambam il était très terre à terre et qui était littéralement contraire à la chassidoute, à toute la pnimiout, à tous les comportements qui sont plus que le shuratadin, etc. Ici, il le dit très clairement dans les mots le Rambam, qu'il n'y a pas une ma'ala qui est au-dessus de la chassidoute. Et de toute façon, il ne pouvait pas dire autrement parce que c'est des choses qui sont méfourages dans Rabbi Peretz Ben Yair, Vezévé. Et là, à Nébois, il n'existe qu'une seule chose qui est au-dessus de la chassidoute, la prophétie. Et c'est ça la chassidoute qui nous permet d'arriver justement jusqu'à la prophétie. D'accéder à la prophétie. Vekvar Shamru, comment Shamru, pardon, chassidoute mevia l'idée, roi Kodesh, c'est écrit comment Maseret Avodazara, Kafamudbet nous dit ici. La chassidoute, elle amène au Ruach à Kodesh. Veine, idba'er midivrehem, Shamase bemusarezot amaserta, mais viens et vois, donc c'est ici marqué clairement, nos sages nous le disent très clairement, que c'est grâce à l'étude Maseret Avot qu'on peut atteindre, qu'on peut accéder à la prophétie. Mipneshi kolelet chelet gadol mimaralot amidot. Pourquoi? Elle ne dit pas tout, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que quelqu'un qui a étudié Pirkei Avot, il a tout vu dans les midot, mais le Rambam nous dit chelet gadol. C'est-à-dire qu'on est dans une grande majorité. Veinenu atidim lever amitat davarze. Et le Rambam dit qu'il reviendra sur cette notion-là. Ouais, il voudra l'approfondir encore avec nous. Veraiti leagidim kodem chez atril le pirouche alacha prakim mo'idu. Donc il avait trouvé important le Rambam de commencer avant d'expliquer Mishnah après Mishnah, parce qu'on sait que le Rambam a fait lui aussi un pirouche sur la Mishnah. Ouais, c'est un pirouche assez connu dans la Mishnah. Il est moins étudié que les autres parce qu'en vérité, c'est pas souvent su ce que je vais vous dire, mais je crois que je l'avais déjà dit, que le Rambam, en fait, il se veut être un pirouche de Gemara et pas un pirouche de Mishnah seulement. Mais pour pouvoir être méfarèche toute la Gemara, le Rambam, il a trouvé juste de n'expliquer que la Mishnah. C'est-à-dire qu'il veut expliquer toute la Gemara, mais que en expliquant la Mishnah. Rashi, lui, il a eu une chita complètement différente. Rashi, il a expliqué très peu la Mishnah, et il a construit son pirouche au rythme de la Gemara. C'est-à-dire, des fois, on voit que même plusieurs fois dans la Mishnah, très souvent, pratiquement dans toutes les Mishnah, Rashi, quand il ramène Dibur Amatril d'un moussak dans la Mishnah, et il dit « Moi, j'ai vers les kaman ». Comme j'expliquerai, comme on l'expliquera dans la Gemara ou un peu plus loin, etc. Il ne veut jamais dévoiler les choses depuis la Mishnah. Rashi ressemble à quelqu'un qui veut nous expliquer comment on fait un gâteau. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va d'abord nous expliquer qu'il y a des ingrédients qui sont nécessaires à la fabrication de ce gâteau. Et au fur et à mesure de la réalisation de ce gâteau, il va nous expliquer qu'il faut mettre 200 grammes de farine, qu'il faut mélanger avec un petit peu de lait, qu'après il va falloir mettre, 2 pages plus tard, il va falloir nous mettre des œufs, qu'il va falloir mettre du chocolat, etc. jusqu'à qu'on arrive à la réalisation du gâteau. Donc il a structuré son pirouche pour qu'on puisse le comprendre au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de notre avancée dans la Souga. Le Rambam, lui, il a eu une analyse complètement différente des choses. Il a expliqué toute la Gemara déjà dès la Mishnah, jusqu'au point qu'il n'y avait plus besoin d'expliquer quoi que ce soit dans la Gemara, puisque tout est déjà expliqué dans la Mishnah. Qu'est-ce qu'il a? Il ressemble à celui qui nous amène un gâteau déjà fait. Le gâteau, il est déjà devant nous. Il nous en coupe un morceau, il nous est goûté, et essaie de déterminer quels sont les ingrédients, quelles sont les techniques qui ont été utilisées ici pour fabriquer ce gâteau. Donc ça va pas être plus facile, parce que d'une certaine manière, peut-être même plus difficile pour certains. Ce que je voulais expliquer tout à l'heure, c'est que chacun il a un sechel différent qui fonctionne différemment. C'est pour ça qu'il y a certaines macertotes. Il y en a certaines macertotes, on comprend tout. Ça veut dire, après, ça dépend c'est intuitif pour nous. Si le mec il est plombier, qu'on lui dit confectionne-moi un gâteau, c'est plus compliqué qu'un mec qu'on dit qu'il est pas. Voilà, c'était que le machal, le gâteau il est haut, c'était que. Non, mais d'accord, mais c'est pour donner l'exemple aussi. Oui, d'accord, mais il n'y a pas de plombier vis-à-vis de la Torah dans la Misraël. On a tous un sechel différent, on a tous pas développé de la même manière. Pas développé de la même manière. Quand je dis plombier, c'est pas non plus péjoratif.
C'est-à-dire que c'est pour dire que le type qui a pris l'exemple, ça aurait été pour construire un pont, et voilà, il amène le pont et dit maintenant, dis-moi comment on fait pour faire un pont, c'est le mec qui n'est pas architecte, je ne peux pas savoir comment on dit, c'est le Mais on est tous, c'est le meilleur expert comptable mais au on est monde, tous, il mais on saura est pas tous construire un architectes pont. de la Torah. C'est-à-dire qu'après, on a tous eu le problème, mais ça, Non, c'est mais un autre, faut c'est un aller autre dans truc. l'étude. Faut aller dans l'étude. C'est pas inné. Mais le problème en réalité, le problème aujourd'hui, et bon, c'est intéressant qu'on parle de ça, on va pas passer un cours entier dessus, mais ça se rapporte beaucoup à beaucoup de choses qu'on a vues dans le Shiur, donc c'est très complémentaire. Le problème en fait aujourd'hui, c'est qu'on a tellement mis l'accent sur la compréhension sirlite de la Torah, qu'aujourd'hui en fait on va appeler un Maharetz quelqu'un qui a une autre finesse dans son avodat Hashem que celle du Sechel. C'est-à-dire qu'on va considérer en réalité cet homme-là comme étant un bon juif. L'expression que je ne supporte pas. C'est un bon juif. Oui, c'est-à-dire. Très bon. Il est gentil, c'est un gentil garçon. Mais le but, c'est Alors quoi qu'en fait, que le but c'est de comprendre qu'en fait on est tous des architectes dans la Torah. Ça veut dire que chacun avec sa finesse d'esprit, chacun avec le sechel qu'il a, il pourra justement aborder certaines choses que d'autres ne pourront pas aborder. Je peux vous assurer que vous mettez en Iyun un agriculteur dans Zeraïm, il peut kiffer sa tête. Mais il va avoir une intuition parce qu'il connaît la terre, il la travaille, il sait comment ça marche. Vous le mettez dans certaines Masertot, après, comme n'importe quel, parce que vous mettez n'importe quel Bachur Yeshiva sur Maseret Yevamot, il va galérer autant que n'importe qui. Parce qu'il faut apprendre, il faut comprendre les Moussagim, et c'est ça qui est incroyable. C'est que chaque Maseret, elle développe une partie différente du Sechel. Donc il va y avoir certaines Masertot où moi je vais me trouver très à l'aise, je vais étudier Maseret Nida, je suis très à l'aise, j'ai l'impression comme si ça roule. C'est quelque chose que moi en fait j'ai développé, parce que j'avais cette faculté d'esprit déjà depuis ma naissance, où je sais réfléchir de cette manière-là. Par contre, je vais ouvrir Maseret Brachot, et là je vais galérer sur chaque page pour comprendre la manière dont c'est expliqué. Chaque Maseret, elle va utiliser plein de trucs différents. C'est pour ça. Ça rejoint ce que je dis. Non, j'ai pas compris comment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir la même capacité de compréhension, même si ce n'est pas que la compréhension, que ce soit moi, Jonathan, M. C'est Cohen, ça, Patrick. Nachon. Mais on a tous la possibilité de comprendre quelque chose différemment. Il faut aller dedans, quoi. Je veux dire, c'est comme on a tous la possibilité de faire les 6 numéros au loto, mais si tu ne joues pas, tu Ah ouais, le loto. à ce niveau-là, c'est Vadaï, bien sûr, et c'est pour ça. Et d'ailleurs, ça a été les chidouches du Baal Shem Tov, ça. Ça a été vraiment le grand chidouche de cette génération. Il faut lire le livre du Rayat, c'est un livre. Moi, la première fois que j'ai lu, je vous dis franchement, il m'a un peu choqué et tout. J'étais pas prêt, je pense, mais je l'ai aimé ce livre. Je l'ai aimé, mais j'étais pas prêt. Je l'ai gardé comme un livre de chevet avec affection. Mais je comprenais pas la finesse. Le livre qui s'appelle Sefer Azichronot, il existe en France, il s'appelle Mémoire. Moi, je conseille à tout le monde de le lire. Il est un peu choquant, franchement, mais Kilou, avec le temps et la maturité, je le comprends toujours de mieux en mieux. Et franchement, il se lit comme un roman. C'est une merveille, c'est une merveille. Ça raconte l'histoire de la biographie du père de l'Admour Hazaken, Rabbeinu Baruch, et jusqu'à la naissance de l'Admour Hazaken. Franchement, une avodat Hashem incroyable, un retournement de situation, un homme qui passe en fait d'une avodat Hashem à une autre, et on voit en fait tout son ta'alir dans son avodat Hashem. Une merveille, c'est une merveille, c'est pas juste une merveille. Et faut comprendre que le chidouche là-bas, il est bien expliqué, le chidouche du Baal Shem Tov, c'était justement de faire comprendre en fait que le simple juif, il peut être un vrai Talmid Chacham. C'est juste qu'on n'a pas toujours vu, on n'a pas toujours vu en fait les gens qui sont. Les Pirkei on dit qui est un homme sage, c'est un homme qui apprend un homme intelligent, un homme qui apprend de tout. Seulement le Beit Midrash, il n'est pas toujours ouvert pour ces gens-là. Comment ? Le Beit Midrash, il n'est pas toujours ouvert pour ces gens-là. Mais c'est réciproque. Oui, c'est réciproque aussi. Il y a quelques mois, je parlais avec quelqu'un, etc. Et je ne prends pas Shabbat chez eux. Et il me fait comprendre en vérité que Baruch Hashem, depuis qu'il a pris sa retraite et tout, il essaie d'étudier plus, il écoute beaucoup de shiurim sur internet, machin, etc. Et je lui dis, mais est-ce que vous ne pensez pas que ce serait une super chose que vous veniez étudier dans un Beit HaMidrash, dans un Kollel, Birchlal?
avec une interaction, avec un rave. Non, putain, mais j'ai un rave, j'ai un cours par téléphone une fois par jour, etc. Et ce rave-là, il me donne le cours, et quand j'ai des questions, je peux lui poser ça. Je dis, ouais, c'est pas la même chose. Ça veut dire, de même de suivre le rythme d'un collège et tout, c'est vraiment dommage. Il me dit, non, j'aimerais bien. Dans la ville où j'habite, il y a un collège, effectivement, ouais. Mon rave, avec qui j'ai un cours une fois par jour au téléphone, c'est justement le Roche Collège. Mais, ouais, il m'a dit que je pouvais pas rentrer dans le collège. Bon, je trouvais ça un peu. Ouais, un peu choquant, etc. Je comprends pas. Maintenant, Mishamaïm, je vais à une bride 10 jours après, qui c'est que je vois? Le rave en question. Alors, je vais le voir et je dis, monsieur un tel et tout. Oui, je le connais bien, je suis au téléphone. Ah, il me dit, vous appréciez, vous avez etc. Non, vous savez, moi aussi, j'étudie un peu avec lui, je sais, j'ai entendu parler de toi et tout. Il me dit, je lui dis, voilà, j'aimerais savoir, en réalité, mais pourquoi vous l'acceptez pas dans votre collège? C'est ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit, mais t'étudies un peu avec lui, non? Je lui dis, ouais, mais t'as vu son niveau de CFN? Tu penses vraiment qu'il a une place dans le collège? Il juge. J'étais dépité. Mais qu'est-ce qu'il a jugé? Ça s'appelle pas un jugement. Bien sûr. Ça s'appelle pas un jugement, c'est pire que ça. J'étais dépité. J'ai même plus de mots. Tu l'as écrit à pied ou pas? Non, je lui ai dit, je lui ai répondu quand même. Mais en vérité, je lui dis, mais toute votre sagesse à vous, là, vous êtes un grand sage, toute votre sagesse, si elle n'est pas pour la transmettre à ces gens-là, elle vous sert à quoi? T'as pas dit, j'ai dû justement tout seul. Oui, mais il le sait, il le sait, ce qu'il lui fait, ce qu'il lui donne comme cours, ça s'appelle pas de l'étude. On ne peut pas juger quelqu'un qui est moins intelligent, plus intelligent. Ça veut rien dire. C'est pas Torah. Comme tu as dit, sur le sujet X, c'est pas Torah. Il peut être largué, et sur le sujet Y, il peut te larguer. Complet, exactement. Sur ce sujet-là, le mec, il a une expérience de vie, il a un truc, il m'explose maintenant parce qu'il comprend de quoi il parle. Et c'est ça qui est incroyable. C'est pas de la Torah. C'est pas ça Torah, c'est pas ça. On a été bouffé par la façon de penser américaine et européenne, etc. Il n'y a que le résultat. Le résultat, il est ce qui est important. Atteindre ça, finir la masse. Ce qu'il m'a dit, mais tu vois comment il est lent quand il étudie. C'est ça son argument. Il m'a dit, t'as vu comment il est lent? Nous, au contraire, au collège, on avance. Hein. Je vais pas retarder un affaire parce que lui, il est lent. Et la majorité des mouvements chassidim et haridim, ils sont comme ça. Hein. Oui, c'est un collège d'Avrechim. Hein? La majorité des mouvements chassidim et haridim, ils sont comme ça. Non, moi je dirais pas ce que vous dites, parce que je pense pas que c'est un problème de mouvement. Non, mais c'est un problème de prat. C'est un homme qui pense comme ça, c'est pas un mouvement. Il n'y a aucun mouvement qui pense autrement que la Torah, elle pense. Quand tu rentres dans l'école, il y a un mec qui. Tu l'as dit tout à l'heure, le tabou. Il n'y a pas les yeshivot Balchouva. C'est pourquoi il y aurait des yeshivot Balchouva comme ça. Non, c'est pas pareil, parce que j'essaye de m'adapter en vérité au besoin. Si je rentre un Balchouva dans une yeshiva, on parle de choses déjà, le mec qui est dans une yeshiva de Kabal, de Mekoubalim, le mec il va se retrouver complètement perdu. J'ai vu ça aussi. Les mecs qui viennent de démarrer dans la Torah, ça fait 4 semaines qu'il fait Shabbat, il est déjà en train d'étudier le Etzraïm. Bon, c'est bien, si c'est ça qui lui parle pour l'instant et tout, il est matov, mais c'est-à-dire, Vadek, qu'il n'a pas fait le kéli pour pouvoir prendre ça. Maintenant, attention, si son âme, elle est déjà poussée un petit peu vers ça, et qu'il va à un cours par semaine, qu'il commence à lui rentrer quelques moussaïdim et tout, c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de doute, hein, c'est très bien. Au contraire, qu'il continue, il ne faut pas casser de qui que ce soit dans quoi que ce soit. Mais il y a quand même... Après, oui, il y a quand même volonté. Maintenant, un homme qui est là, qui veut étudier, etc. Le collège, il est fait pour ça. Je me rappelle, le Rav Ben Tata, il nous avait expliqué une histoire. Le Rav Ben Tata. Il nous avait expliqué une histoire. Quand il est arrivé à Bnei Brak, après cette mariée, il voulait rentrer au collège Chazonish, il va le faire par la suite. Mais pour l'instant, il n'avait pas pu y rentrer tout de suite. Je ne sais pas pour quelle raison. Et donc, il était rentré dans un collège, Acher. Et dans le collège, en vérité, où il était, il y avait là-bas de tout le monde qui était en Chavruta, il y avait qu'un Zaken, que lui, il n'était pas en Chavruta. Alors, le Rosh Kohen lui dit, écoute, voilà, mets-toi avec monsieur Intel, etc. Alors maintenant, il se dit, c'est bizarre, parce que, Kilo, pourquoi c'est le seul qui n'a pas de Chavruta? C'est un nombre à faire, ça. C'est ce qu'on se dit au premier abord, mais le Rav, il a compris qu'en réalité, que c'était un peu plus comme ça. Parce que le mec, il est là depuis des années dans ce collège, les jeunes qui sont là n'iraient que eux, ils sont pas là depuis des années, pourquoi lui, il est tout seul? Il commence à étudier avec lui, première Mishnah, Gemara, nouvelle Soudia et tout, début de Zman,
Et là, il a tout de suite compris pourquoi il était tout seul. Il a mis à peu près 4 jours sur la semaine pour étudier la Mishnah. Maintenant, il devait faire Mishnah, Gemara, Poskim, et Shulchan Aruch derrière, etc. pour arriver à quoi? Pour arriver à le jeudi, Chabura du Rosh Yeshiva sur la question, sur la suga qu'ils sont en train d'étudier. Maintenant, il arrive donc le 4e jour, ils ont fini la Mishnah. Alors, il a dit, c'est bon, on est largué. C'est-à-dire, le jour du jeudi, déjà, je peux lui dire au revoir. Et là, il s'est dit, il faut que je trouve une solution pour absolument changer le Chavruta, etc. Et le vieux, qui était de l'école j'arrive jamais à la dire aussi, il y a des mots comme ça, Soldolka, je ne sais pas le dire, qui était de cette école-là. Il voit dans les yeux du Raventa qu'il sait très bien ce qu'il ressent. Quoi. Et le Rav, il dit, t'inquiète pas. Et effectivement, ils arrivent au shiur du jeudi. Le shiur, il commence, la chabra, il commence. Tac, tac, le Rosh Yeshiva, il commence à faire questions. Et il voit toutes les chabroutas au fur et à mesure qui posent des questions. Et ils se font allumer. Ta, ta, l'autre, il tombe, l'autre, il tombe, l'autre, il tombe. Ta, 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 ta. Il les égaye de tous les côtés. Il les décapite en mode samouraï. Et voilà le Rav que c'est incroyable, mais la décision, il la suit complètement. Ça veut dire, en fait, il est dans le Inyan. Jusqu'à qu'il arrive, conclusion, il avait tout compris. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout pas accepté du chiant. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre, il avait, peut-être effectivement, il était lent, peut-être qu'en réalité, qu'effectivement, mais il avait tellement aiguisé son esprit, ce vieux monsieur, qu'il allait directement dans les bonnes questions. Et l'autre, en vérité, il lisait beaucoup de choses. Toutes ces choses qui, dans la Souga, n'étaient pas tellement significatives. Mais quand ils arrivaient, donc, du coup, au centre de la Souga, les plus importants, ils le voyaient comme étant aussi une des choses qu'ils ont vues dans la Souga, une des choses importantes. Mais cette Ravruta que le Rav avait, lui, il voyait tout de suite les choses dans leur centre. Il touchait le centre des choses. Et bien, mec, il voyait qu'en réalité, qu'avec cette Ravruta, finalement, il a dit, c'est avec la personne avec qui j'ai le plus avancé dans ma vie, c'est lui qui m'a forgé ma tête de limoud, plus encore qu'à Yeshiva. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une construction des choses et que finalement, en réalité, peu importe qui, qu'est-ce, peu importe en réalité le niveau de Torah de quelqu'un, des fois on se base en réalité que sur des choses qui sont chitsonites et on se dit mais lui en vérité, ah non mais lui, vu la vitesse où il va, non, on ne peut pas étudier avec lui. Parce que ces autres révolutions qu'il avait sûrement dû avoir avant, au bout de 2-3 semaines comme ça, ils ont dû s'ennuyer. Ils ont dû se dire bon bah c'est pas le bonhomme avec qui il faut étudier, on n'arrivera jamais à faire toutes les choses. Ils n'avaient jamais eu cette présence d'esprit, cette conscience de prendre le plus leur temps, d'analyser la manière dont lui il enseignait la Torah et de faire comprendre en réalité que c'était comme ça qu'il fallait aller. Et justement dans ce livre-là, Mémoire du Rayat, il met bien ça en exergue en fait que on laisse pas rentrer tous les gens au Beth Midrash, on laisse pas en fait la chance à chaque juif de démontrer ce qu'il est au plus profond de lui-même, de relever ce qu'il est au plus profond. Si on savait s'attacher à la ma'ala de chaque juif, à la ma'ala que lui il a, son expérience, sa faculté, son acuité, elle pourrait lui permettre en vérité de comprendre des choses, des chidushim que nous on ne pourrait pas comprendre. Des fois la question d'un élève, elle amène beaucoup plus à un rav que l'enseignement de son plus grand maître. Et cette question-là, elle aurait peut-être pas pu être relevée que si par quelqu'un qui a un niveau qui est beaucoup plus en dessous de la personne, parce que cette question-là, elle n'existe que dans un certain niveau de perception d'Hachem, et que ce niveau de perception, il n'existe plus à des niveaux en vérité très élevés. Mais pourtant, cette question-là, elle lui ramène finalement quelque chose qu'il n'aurait jamais pu comprendre autrement, et qui le fait atteindre des niveaux de sagesse qu'il n'aurait pas pu atteindre autrement. Donc en tous les cas, on comprend bien en réalité ce qui est dit ici, on comprend bien ce qu'il veut nous dire ici le Rambam. C'est justement l'ouverture de l'autre. Voilà, vous avez cité tout à l'heure cette Pierre Clermont qui est extraordinaire, Mia Chacham, Alomen Mikol Adam. Et bien justement, c'est peut-être un peu l'idée qu'on a développée en fin de shiur, et que tant qu'on n'a pas atteint cette Milat Chassidout, d'arriver mamash à apprendre de plus en plus de chaque Ben Adam, même pas que Chacham, plus encore que Chacham, parce que le Chassid, il apprendra pas de tout homme, mais il apprendra de toute personne, même les plus petits qui soient. Même quelqu'un qui a parlé de très beaux jours, on dit que le Chafetz Chaim, il parlait avec des gens d'une simplicité, et il disait qu'il apprenait de ces gens-là.
en parlant avec un agriculteur d'agriculture, il arrive à comprendre des sujets dans Zeraïm qu'il n'avait jamais pu comprendre par l'étude des textes et dans leur profondeur. Donc c'est pour ça que, ouais, c'est ce qu'on comprend, c'est que plus on avancera vers la chassidoute, plus on fera le kéli, plus on ouvrira les valves qui nous permettent d'être le réceptacle de ce qu'Hachem il attend de nous, d'être des gens proches de lui. Et on comprend aussi, je finis peut-être par ça, que la chassidoute, elle amène aussi au bien-être à la simcha. Quelqu'un en réalité qui va développer ses midotes jusqu'à qu'elles fleurissent, il sera comme un homme qui sort de sa maison au premier jour du printemps. Il verra là-bas en vérité un paysage qui va l'apaiser. Un homme qui est encore renfermé sur lui-même, qui a des midotes comme ça, où il est renfermé sur lui-même, il voit les choses d'une manière négative, il noircit le tableau de ce qu'il est, et il n'arrive pas à être dans un bien-être. C'est quelqu'un en général qui est en dikaon, quelqu'un qui vit dans une forme de dépression, il n'arrive pas justement à être dans la joie. Pourtant, ça pourrait être des choses qui sont complètement différentes. Le dikaon et la joie, c'est des choses qui sont différentes. Mais en fait, elles se touchent l'une avec l'autre. Parce qu'à partir du moment où le dikaon, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fermé, il a recroquevillé sur lui-même toutes les midotes. Alors du coup, on n'est pas ouvert, on n'est pas dans un bien-être. Et finalement, donc, on ne peut pas arriver à la prophétie. Donc pour moi, c'est lié. Ouais, plus je vais développer mes midotes, plus je vais être un chassid. Plus je vais être un chassid, plus je vais atteindre la simcha. Plus j'ai de la simcha, plus j'ai la capacité d'être le réceptacle de la volonté divine. Ouais. À part, avant un bain, il n'y a pas eu de...